Il est 10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Fleur Kofi. Bonjour à tous. Plus de 500 milliards de francs CFA seront mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire pour le schéma directeur de la ville d'Abidjan afin de réduire les risques liés à la saison des pluies, a annoncé le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné à l'issue du Conseil des ministres d'hier. Rappelons que le bilan des récentes pluies diluviennes est de 2 morts et d'importants dégâts matériels. L'État veut ainsi réduire les risques cette année, raison pour laquelle la question a été évoquée. Selon le porte-parole du gouvernement, des mesures ont été prises. Les populations, elles, ont été appelées au respect des normes de construction et à ne pas obstruer les caniveaux. Kolo Koulibaly nous en dit plus. Le seuil critique des précipitations est largement dépassé. Pour les pluies des 10 et 11 mai, 60 à 70 mm ont été enregistrés, alors que la météo annonce de fortes pluies, notamment à Abidjan. Des mesures pour limiter les dégâts. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. L'intensification de la sensibilisation, surtout les personnes qui sont dans des zones jugées dangereuses. Il s'agit également de la mise en place progressive d'une police de l'environnement et d'une police de la construction et de l'urbanisme, chargée donc de faire respecter les règles dans ces domaines, de l'implication des collectivités dans les activités de curage des ouvrages, de l'intensification des opérations de curage des caniveaux et de la surveillance des ouvrages d'assainissement, du relogement temporaire des ménages déguerpis ou déplacés, de l'alimentation des fonds d'assistance aux sinistrés et du renforcement du fonds d'urgence épidémie du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le gouvernement estime que la solution se trouve dans la mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Pour ce faire, 530 milliards de francs CFA mobilisés pour la période 2018-2033. Ce plan va comprendre la réhabilitation d'installations existantes. Et il s'agit en particulier des travaux concernant 157 km de réseau enterrés aujourd'hui dans la ville d'Abidjan. La remise en état de 4 stations de pompage. Et il y a bien entendu des travaux neufs. Pour les travaux neufs, il faut compter plus de 600 km de réseau enterrés, 33 stations de pompage, 7 stations de dépotage de boues de vidange, 4 stations d'épuration, etc., etc. À partir de 1998, l'entretien routier était confié au secteur privé. Désormais, l'État prendra 30% de l'entretien via la direction des infrastructures et les 70% assurés par le secteur privé. Kolo Koulibaly, sachez que la Côte d'Ivoire et le Ghana vont poursuivre leur collaboration pour la mise en œuvre de la décision du Tribunal international du droit de la mer portant sur le tracé de la frontière maritime entre les deux pays. C'est en substance la déclaration faite à l'issue des travaux de 2 jours qui se sont achevés sous la conduite du ministre Adama Tonkara, le médiateur de la République, et du ministre d'État ghanéen Yao Asafo Maafo. Diaby Ibrahima est le directeur général de Petrosil, la Société nationale d'opérations pétrolières de Côte d'Ivoire. On l'écoute. Le Ghana a informé la Côte d'Ivoire de son intention de déposer officiellement les coordonnées des points décidés par la Chambre spéciale du TIDM ainsi que les cartes correspondantes auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux compétents en temps voulu. Le Ghana prend acte des copies physiques et électroniques des 2 cartes à elles remises par la Côte d'Ivoire comportant le tracé des points issus de la décision du TIDM. Le Ghana prend également acte du projet d'accord cadre de coopération en matière de frontières maritimes, d'hydrocarbures et autres ressources entre les 2 pays, à elles remis par la Côte d'Ivoire en vue de la mise en œuvre de la décision du TIDM à court et long terme. Les parties ont convenu de ce qui suit. Poursuivre la collaboration dans la mise en œuvre de la décision du TIDM et poursuivre d'autres engagements dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique ASP conclu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana le 17 octobre 2017. Toujours à Abidjan, des cadres de haut niveau de plusieurs pays africains dans le secteur de l'électricité sont formés en ce moment même dans la capitale économique. La régulation et la tarification de l'industrie de l'électricité sont au cœur de cette formation. Une première sur le continent africain. Ce séminaire, qui est à sa 5e édition, est initié sous l'impulsion de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables soutient l'initiative. Jacques Chevalier, directeur de cabinet adjoint du ministre Thierry Tano.
Vous savez que le président Alassane Ouattara veut donner l'électricité à tous les habitants de ce pays d'ici 2025. Ce n'est pas une mince affaire. Il y a l'énergie conventionnelle que nous connaissons, hydraulique et thermique au gaz naturel, et les énergies renouvelables. C'est quelque chose de nouveau et tout le monde ici en Côte d'Ivoire s'attend à ce qu'on construise pas mal de centrales solaires. Ça va bouleverser un peu le paysage énergétique, et en matière de tarification, il faut être vigilant pour ne pas défavoriser les populations les plus vulnérables. Donc la tarification, c'est très important et nous sommes contents d'appuyer cette session-là. Avec l'injection des énergies renouvelables, avec l'hydraulique que nous sommes en train de renforcer, je ne dis pas que nous allons aller vers une baisse, mais au moins nous allons maintenir le niveau actuel. 2 avant-projets de loi relatifs à l'enseignement supérieur, à l'orientation de la recherche et de l'innovation technologique sont en cours de validation à Yamoussoukro. L'objectif est de rendre plus performant le système national de recherche et d'apporter des réponses appropriées et durables aux problèmes de l'enseignement supérieur. Cela afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de pilier dans la production de connaissances. Sur le bien fondé de la mise en place de ces 2 projets de loi, écoutons le docteur Névry Roger, directeur de la réglementation et de la coopération au ministère de l'Enseignement supérieur. Jusqu'à maintenant, il existe un texte sur l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire qui date de 1995. Ce texte-là traite aussi bien du primaire, du secondaire que du supérieur. Ce texte n'est pas exclusivement consacré à l'enseignement supérieur. Ça, c'est un. De 2, il date de 95. Quand on associe les 2 facteurs, ça veut dire que c'est un texte qui a été utile à un moment donné, mais qui aujourd'hui ne correspond plus aux réalités actuelles de notre système d'enseignement supérieur. Par exemple, pour rentrer à l'université, quelles conditions il faut remplir? Jusqu'à maintenant, il faut avoir le bac. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas le bac, qui a fait terminale, mais qui a développé des expériences dans la vie, est-ce qu'on ne peut pas sommer ça et lui donner le droit avec ça de rentrer à l'université? L'avant-projet de loi aborde ça. Depuis 2011, 325 écoles islamiques ont été autorisées à intégrer le système éducatif formel. Une volonté de l'État de rendre l'école obligatoire pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Mais le processus connaît quelques zones d'ombre à cause de la réticence de certains promoteurs d'écoles coraniques traditionnelles, d'où cette rencontre. Le guide de la communauté musulmane invite les responsables des écoles confessionnelles à donner la chance à leurs élèves d'intégrer le système formel d'éducation. Cheikh Bouakari Fofana. Notre attente de cette intégration, c'est de permettre à tous nos enfants d'avoir la même formation, la même éducation et la même culture que tous les Ivoiriens, tout en restant bons musulmans, bons pratiquants. Ça veut dire qu'on doit faire notre école de telle sorte que l'école enseigne le programme officiel, formel, en même temps qu'il y ait l'éducation islamique religieuse. Et cela nous permettra d'avoir des bons musulmans, mais aussi des bons citoyens. Et ça évitera aussi d'autres problèmes en termes d'unité nationale et la cohésion sociale, Inch'Allah. Les écoles sont disposées à le faire, mais on leur dit davantage d'accepter parce que c'est ça la voie de l'avenir. Les populations de Ningouin, dans le département de Séguélon, pourront désormais se soigner à proximité. Le tout premier centre de santé du village a été officiellement ouvert. C'est un don de la fondation Petrosi. Le récit de Tanokone. Désormais, les populations de Ningouin et celles des villages voisins n'auront plus à parcourir de longues distances pour se soigner. Ce village vient d'avoir son tout premier centre de santé. Il a été inauguré cette semaine. C'est un don de la fondation Petrosi. À l'inauguration, les populations ont rendu hommage à leur fils, le tout nouveau médiateur Adama Tonkara, pour son implication dans la réalisation de ce projet. Écoutons Fatou Fofana, porte-parole des populations. Monsieur le ministre, par ces actes, vous offrez à Ningouin de façon concrète des atouts du développement économique et social indispensables pour la promotion humaine et le bien-être de la population. Notre joie est donc immense. Ce village a également bénéficié de cette même fondation, d'une école primaire de 6 classes avec 9 logements pour enseignants et d'une hydraulique villageoise améliorée. Représentant Adama Tonkara, parrain de la cérémonie d'inauguration, Konaté Moussa a exhorté les populations à prendre soin de ces infrastructures. Chers parents, désormais, vous avez la lumière et un centre de santé, je dirais aussi un château d'eau. Votre fils Adama vous recommande de prendre soin de ces installations et de fréquenter ces édifices afin que vous soyez toujours en bonne santé. Patron de la cérémonie, le préfet de Séguélon, Dongo Kobina, a pour sa part invité les cadres à suivre l'exemple de Tonkara afin de donner un nouveau souffle au développement dans le département.
Tano Kone, de retour de Nengoun, au dîner pour Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, les Burundais votent ce jeudi pour modifier la Constitution. Il s'agit d'un référendum qui doit permettre au président Pierre Nkurunziza de se représenter jusqu'en 2034. Cette révision constitutionnelle très controversée intervient dans un contexte de très forte répression politique marquée par l'appel au boycott de l'opposition et la société civile en exil. L'issue du vote devrait renforcer un régime accusé de s'enfoncer de plus en plus dans une dérive autoritaire. Toujours sur le continent, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est entrée dans une nouvelle phase. Cela après la détection d'un premier cas de fièvre hémorragique en zone urbaine, faisant craindre le pire, a annoncé le ministre de la Santé de la RDC. Et hier, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a exprimé sa préoccupation quant à l'entrée de la maladie en ville, ce qui rendrait la flambée encore plus difficile à combattre. Un vaccin contre la maladie devrait être testé dans les prochains jours. Et puis, fuir des conflits, fuir aussi des catastrophes naturelles. En 2017, plus de 30 millions de personnes ont dû fuir leur pays propre. C'est un rapport publié hier mercredi par l'Observatoire des situations de déplacement interne et le Conseil norvégien pour les réfugiés. Plus de la moitié des nouveaux déplacements liés au conflit ont eu lieu en Afrique subsaharienne, notamment en RDC, en Éthiopie ou encore au Soudan du Sud. C'est la fin de ce bulletin d'information. Prochain point de l'actualité, 11h. C'était le bulletin d'info présenté par Fleur Coffee. Découvrez la